Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Souvenez-vous, lors du dernier numéro, nous étions revenus sur l'annonce surprise du grimpeur néerlandais Tom Dumoulin qui avait décidé d'arrêter sa carrière temporairement, en tout cas chez Jumbo-Visma. C'est une décision qui nous rappelle l'arrêt prématuré du sprinter allemand Marcel Kittel qui a avoué avoir fait une dépression. Eh bien, on va parler de ce sujet, la dépression, avec Armelle Favre, psychologue du sport. Bonjour Armelle. Bonjour à vous. La dépression dans le sport, alors on en parle peu, mais depuis quelques années, on a l'impression que c'est un mal qui ronge pas mal de sportifs. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant ? Il faut reprendre les choses par le bon bout. Avant d'être diagnostiqué dépression, il y a des choses en amont, malheureusement. Je pense que depuis quelque temps, on fait attention à ce qu'on appelle la notion de surentraînement mental. Ça date depuis vraiment depuis 5 à 10 ans. Et par ce biais-là, on arrive justement à capter des pensées, des sensations, des comportements défaillants chez le sportif. C'est ce qu'on appelle le burn-out un petit peu ? Oui, c'est un équivalent, c'est le terme un peu sportif du burn-out. Et l'idée, effectivement, à un moment donné, on sait en règle générale, malheureusement, que ce qu'on appelle le problème sous-jacent, la pathologie sous-jacente est une dépression à ça. Quelqu'un qui fait un burn-out, quand on traite le burn-out, on est sur la corde raide parce qu'il faut bien l'accompagner, parce qu'on sait très bien que à la base, c'est une dépression. Vous avez suivi un peu les cas de Tom Dumoulin et puis aussi l'interview qu'on a vue récemment de Thibaut Pinot dans l'équipe qui parlait justement de ce sujet-là, de ce sentiment de finalement je serais peut-être plus heureux en dehors du vélo. Vous avez suivi ces cas récents, ça vous a fait penser à ce syndrome de dépression ? Moi, ça me fait vraiment penser à ce fameux syndrome de surentraînement mental. Parce que, alors c'est pas pour insister là-dessus, mais vraiment, ça fait vraiment penser que l'individu, à un moment donné, ne s'y retrouve plus, que l'effort devient complexe, que la passion s'étiole, même si ils ne peuvent pas s'arrêter de faire. Voilà, il y a quand même un moment avant l'arrêt, le stand-by de la pratique de la carrière, un moment où il y a je continue coûte que coûte parce que j'ai besoin de ça, parce que c'est plus fort que moi, c'est presque un petit peu le cerveau automate qui va faire bouger le corps et on se doit de faire, on ne doit pas lâcher. Est-ce que ça touche plus les coureurs qui avaient l'habitude de gagner et qui d'un coup ne gagnent plus? Il faudrait vraiment regarder les études. C'est vrai qu'effectivement, ça peut toucher une partie, en tout cas dans ceux qui ressortent au premier abord dans les interviews qu'on lit par-ci, par-là. Ça peut toucher ceux qui ont eu un fort succès et qui courent après de nouveau le succès. Et que du coup, ils se mettent une pression, ils cherchent des méthodes, ils réappliquent des choses, malgré leur réussite auparavant ont tendance à remettre des couches entre guillemets sur un entraînement, à peaufiner encore des choses au lieu de se faire confiance. Je pense que ça c'est aussi la clé. C'est-à-dire, si je suis arrivée à ce niveau-là, que j'ai réussi, c'est que ce que je fais fonctionne. Armelle, est-ce que quand vous regardez du vélo et vous lisez les déclarations de certains cyclistes, vous pouvez dire, lui, il est en dépression, lui, il est en burn-out, il fait un burn-out. Est-ce qu'il y a des indices ? Non, c'est pas si simple que ça. Dans les interviews, c'est plutôt compliqué. On a tous des périodes de doute où, là, avec la pandémie, c'est extrêmement complexe. Ça devient routinier pour les cyclistes professionnels, mais c'est quand même très particulier. Ils ont pas de vie de famille. J'entendais encore hier sur le Tour de Provence, la façon de fonctionner. L'entourage proche sur une course du staff, on s'en méfie, donc ça met de la pression, donc c'est encore plus particulier. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas détecter comme ça. C'est presque un long discours où on va entendre que il y a de la lassitude, il n'y a pas de solution, qu'on s'entraîne trop, c'est presque arriver à le faire avouer à lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment une profonde recherche chez le sportif, chez le cycliste, de se prouver à lui-même qu'il peut encore faire. Donc
dans une interview, c'est pas forcément l'évidence à repérer. Et on le voit avec Tom Dumoulin qui, lui, avait été un peu au top de sa carrière avant sa chute sur le Tour d'Italie en 2019 et qui n'est finalement jamais revenu à son niveau en étant réduit qu'à un simple rôle d'équipier, notamment lors du dernier Tour de France pour Primoz Roglic. Armel, tant que vous êtes avec nous, est-ce que vous bossez, vous travaillez au quotidien avec des cyclistes, vous êtes au contact avec eux? J'ai de la chance de pouvoir travailler avec certains cyclistes pros. J'en ai pas beaucoup dans ma patientèle, dans mes clients, parce que c'est un peu compliqué. Pour moi, un sportif n'est pas forcément un patient. Et c'est des choses qui arrivent régulièrement. Et c'est eux qui viennent vous voir? Oui. Ça se démocratise beaucoup là dans le cyclisme. C'était assez tabou. Surtout chez les garçons. J'ai la chance moi d'encadrer un petit peu l'équipe nationale cycliste, donc les bas niveaux en France féminine, les dames. Chez les garçons, ça se démocratise, c'est quelque chose qui devient plus naturel. Et ils viennent chercher de la confiance en soi, ils viennent chercher la gestion des émotions, surtout comment arriver à être performant au bon moment, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le monde du haut niveau, comme dans beaucoup de sports, on fait quoi. Il y a une perte petit à petit du plaisir de faire. C'est un jeu, le sport, avant tout. Le cyclisme est joué. Il faut jouer, il faut être un gamin. Et si on perd ça, ça devient un travail qui n'est pas forcément, qui va pas de pair avec le mental. Notre cerveau, lui, il fonctionne au plaisir. Quand ça devient compliqué, il a tendance à peut-être un petit peu contourner les choses ou à moins bien faire parce que c'est compliqué, parce que ça lui plaît pas. Donc, il va un peu s'auto-censurer, mettre du stress. C'est tout bêtement un stress dit négatif. C'est plus compliqué que ça, mais... Et puis, le corps va moins être léger, va être plus contracté, va se contenir. Et puis, s'engrange des déceptions. On est super bon à l'entraînement, mais pas super bon à la compétition. Ça répond pas, etc. Donc, faut vraiment garder cet esprit de gamin. Voilà, j'ai un sportif, il y a 15 jours, qui m'a sorti, mais c'est vrai, quand j'étais gamin, ce que je voulais, c'est que personne me double. Et ça, on n'est plus dans cet axe-là quand on devient pro, parce c'est compliqué, faut faire attention à ses compètes, faut les préparer. Maintenant, on n'a plus d'excuses, entre guillemets. Un cycliste pro, il doit arriver sur le départ d'une course, il doit connaître son terrain de jeu, quoi. Juste, Armel, quand on voit les cyclistes qui ont souffert de dépression, de burn-out, on les a cités, Marcel Kittel, Tom Dumoulin, Mark Cavendish aussi, est-ce qu'on peut s'en sortir au niveau sportif? Je m'explique, quand on est en dépression, qu'on se l'avoue, qu'on travaille sur ça, est-ce qu'on est capable de revenir au haut niveau? Parce que tous ceux que je viens de vous citer ne sont soit jamais revenus, soit ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant. C'est extrêmement compliqué, j'aurais tendance à dire, j'espère bien, voilà. Alors, pas tous, parce qu'en fait, ça dépend surtout de notre investissement dans le sport, en fait, l'origine. Si on fait du sport pour un petit peu ce qu'on appelle de la reconnaissance sociale, ça va être compliqué. La reconnaissance sociale, c'est être enfin reconnu, quoi. Être le meilleur cycliste, battre Froome, être le meilleur, être un vrai leader. Si on fait ça dans cette quête-là, dans la quête d'être un leader d'équipe ou d'être reconnu par son entraîneur ou de montrer à ses parents qu'on est aussi bon qu'eux, etc., c'est compliqué de revenir parce qu'une dépression, elle met justement à plat toutes nos motivations et elle questionne sur pourquoi tu fais, quel est le sens, quel sens dans ta vie. Ça, c'est la dépression. C'est qu'il n'y a plus de sens dans une dépression. Ce qu'on fait n'a plus de sens. Donc, on est obligé de remettre un sens en traitant la dépression. Si on est dans la reconnaissance sociale, c'est compliqué de revenir parce qu'on va s'apercevoir qu'on court après du fantasme. Par contre, si on fait une dépression puis qu'on est dans une recherche de réalisation de soi, s'amuser, faire des beaux gestes techniques, avoir cette idée presque
folle de se dire je vais même améliorer le cyclisme, qu'on le voit sous un autre angle, trouver des nouvelles techniques ou de nouvelles performances à montrer, etc. Je pense que ceux-ci ont plus de chances de revenir. Alors il faut rappeler quand même que Tom Dumoulin, le grimpeur néerlandais donc de la Jumbo-Visma, avant d'arrêter, il a déclaré en interview dans une vidéo que c'est un sentiment qu'il avait depuis un moment. Il se posait beaucoup de questions, notamment comme vous l'avez dit, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Il écrit justement que c'est la question qui se pose depuis des mois. Est-ce que je veux toujours être cycliste? Si oui, comment? J'ai l'impression que je ne sais plus quoi faire et que je continue à laisser la réponse à cette question à d'autres, mais ça ne mène à rien et je me sens malheureux. Voilà, là, c'est vrai, c'est vraiment ce que vous nous avez décrit depuis quelques minutes, Armelle. Et on sait que le mental fait beaucoup dans le sport de haut niveau, ça se travaille? En fait, moi, mon combat de praticienne dans le sport, c'est de faire passer le message que le mental, c'est nous. C'est le physique. En fait, on dissocie beaucoup. Alors, c'est parce qu'on a essayé de... je pense que le mental fait peur, parce qu'il y a des gros stéréotypes là-dessus. Mais le mental fait partie de notre organisme. C'est la boîte fondamentale qui fait que nos muscles vont fonctionner, que notre cœur va battre, que c'est l'ordinateur central, en partie. Et donc oui, ça fait beaucoup parce que nos émotions sont à partie intégrante de ce mental. Et quand on cumule des émotions négatives, notre cerveau est protecteur avant tout. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, et c'est une partie des fonctions du cerveau. Et qu'à un moment donné, quand il y a trop de négatifs, il se met en protection et il va rester sur un même mode de fonctionnement. Il va pas pouvoir améliorer ses performances. Il va rester sur voilà, je prends l'exemple par exemple d'un sprinter qui sait que il doit un petit peu plus enclencher, frotter, etc. Et puis s'aperçoit que frotter, parce qu'il a eu quelques chutes, lui devient compliqué. Son cerveau va le mettre sur le mode ancien. Enfin voilà, tu t'amélioreras pas, tu restes à frotter tel que tu frottes, point barre. On fait pas autrement parce que c'est ta façon de faire, c'est comme ça que tu t'en sors, c'est pas efficace, tant pis, mais voilà, c'est négatif autrement, t'es trop déçu, donc on va plafonner parce que voilà, tu prends trop de coups. Donc notre cerveau est vraiment fondamental, oui. Et tout ce que vous dites, en fait, c'est bizarre parce qu'en fait, on est en train de se remémorer. Moi, en tout cas, je suis en train de me remémorer certains exemples qu'on a pu voir dans le passé. L'exemple le plus frappant du sprinter qui a frotté et qui ne frotte plus, c'est par exemple Laurent Jalabert dans les années 90 avec son énorme chute. Alors, je crois que c'était Armentières, si je me trompe pas, je me trompe peut-être. Le lieu, c'est pas grave, mais l'énorme chute de Laurent Jalabert qui n'a plus frotté autant dans les années suivant sa chute, on l'a vu. Et alors moi, j'ai un exemple, il est tout récent, c'est Julien Alaphilippe. C'est de notoriété publique il s'est mis en couple avec Marion Rousse à peu près dans le courant, François Pierre, si je me trompe pas, courant 2019, me semble-t-il. Ouais, c'est 2019, il me semble aussi, oui. Tu veux dire que je lis la presse People et pas toi, c'est ça? Alors, c'est ça. Non, je vais pas faire de la pipolisation dans le cyclisme, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a pu voir peut-être un changement dans la carrière de Julien Alaphilippe qui correspond peut-être au moment où il a commencé à fréquenter et peut-être à se mettre en couple avec Marion Rousse. C'est pas pour faire de la pipolisation, mais c'est pour se dire aussi que le fait de rencontrer quelqu'un, c'est tout devient positif dans la tête et peut-être que tout s'enclenche derrière et que tout se passe bien. Et finalement, c'est peut-être ce qui est un énorme moteur pour lui aujourd'hui encore. Oui, c'est tout à fait. Ça correspond au moment où il est devenu numéro 1 mondial aussi. Oui, alors je pense qu'il y a d'autres déclics qu'il faut pas négliger. Moi, je fais un peu le rapport. Bon, c'est un cycliste aussi, mais un ancien cycliste, mais sur une autre. Voilà, c'est avec Julien Absalon. Julien Absalon qui a perdu son papa. Ça lui a mis un moteur d'enfer, quoi. Alors il n'y avait pas que ça. C'est une personne très très intelligente qui aime gagner sur des détails et il aimait en fait un petit peu coincer ses adversaires et il était très technicien et il aimait aller au-delà. Mais l'enclenchement, ça a été aussi un des enclenchements, ça a été aussi la perte de son papa. Donc Julien Alaphilippe, si je me trompe pas, il y a ça aussi. Donc
c'est extrêmement varié. Il y a des moteurs qui s'enclenchent et vous voyez ce moteur-là, c'est se centrer sur soi. Alors, on dit tout le temps qu'un sportif de haut niveau, il doit être quand même un peu égocentré, pas égoïste, mais égocentré. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se connaisse suffisamment, qu'il sache ce qui lui convient, pourquoi il le fait, qu'est-ce qui l'engage à faire des choses, le sens que ça lui donne, quoi. Et de ce moment-là, ça va donner des sportifs hors normes. Hein. Et puis je le souhaite pour Julien Alaphilippe parce que finalement quand on regarde son petit bonhomme de chemin, il mérite largement de se venger un peu de la fatalité du sort, quoi. Hein. C'est sûr. En plus, il est français, il gagne, donc voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Armelle Favre en tout cas. Je vous en prie, merci à vous.